Et nous sommes de retour justement pour poursuivre ce programme avec vous. Bienvenue et merci d'être resté fidèle. Aïssatou Sané sera peut-être avec nous sur le fil de l'émission un peu plus tard. On va donc poursuivre cette émission avec vous, Jacques. On l'avait déjà annoncé, c'est le cas malien. Qu'est-ce qui se passe au Mali ? Alors, en gros, il y a un décret qui a été rendu public hier, décret donc du chef de l'État Assimi Goïta qui met fin aux activités politiques et aux activités à caractère politique des associations sur toute l'étendue du territoire national. Le motif donc, c'est pour l'ordre public. Je crois que c'est en gros le motif qui a été invoqué pour justifier cette décision. C'est en tout cas une décision majeure et depuis hier, nous essayons de joindre les acteurs politiques maliens, ceux que nous connaissons et qui sont très friands des paroles parfois, mais qui sont très prudents. Personne ne veut dans l'immédiat et à chaud prendre la parole sur cette décision aussi importante. Peut-être déjà, chacun prend au sérieux ce qui a été dit et essaye donc de rester calme. Il y a quelques éléments quand même de compréhension. Parce qu'il faut dire que la transition malienne... Parce que c'est cela la question qu'on se pose aujourd'hui. Qu'est-ce qui motive une telle décision? Une décision plutôt radicale. On a l'impression que Goïta et ses hommes passent à la vitesse supérieure. Ils passent à la vitesse supérieure parce que la transition y a été reportée, je crois, par deux fois. Ils sont revenus vers prendre des décisions pour... On ne peut plus parler de trahison politique. Alors, la dernière date qui avait été annoncée, c'était le 26 mars. Donc, le 26 mars dernier, en principe, c'était fini. Et dès que les principaux partis politiques du Mali ont senti la fin de la transition venir, ils ont évoqué la nécessité de mettre en place de nouveaux mécanismes transitionnels. C'est peut-être que voir une autre façon de conduire le reste des activités à tenir, parce qu'eux, ils avaient même proposé, et c'est pas un petit parti, hein, c'est le RPM, le parti de Feu Boubacar Keïta, Ibrahim Boubacar Keïta, donc Ibeka, qui a été renversé, qui est quand même un parti politique bien implanté, tout comme le parti de Feu Soumaïla Cissé. Alors, qui demandait de nouveaux mécanismes transitionnels de 6 mois. Pour aller à des élections et puis évidemment constater ou consacrer le retour à l'ordre constitutionnel. Je crois donc que ce qui a été fait hier, c'est une façon de couper l'herbe sous le pied des politiques. Si vous avez la possibilité de nous d'exiger de nous de nouveaux mécanismes ou l'arrêt de la transition, évidemment, c'est parce qu'on vous permet encore d'agir. Ça, c'est un premier élément d'explication. Le second élément d'explication, l'avions évoqué ici la dernière fois avec notre analyste de ce côté, c'était la volonté des partisans, ou disons des proches du Premier ministre de le voir partir. En tout cas, je crois qu'il y avait une volonté manifeste d'un groupe du M5 RFP, je crois que c'est comme ça on l'appelle, qui demandait un peu, qui récusait déjà le leadership de Choguel Kogala Maïga. Alors que Choguel est issu, n'est-ce pas, de ce mouvement, c'est de là il est venu pour prendre la tête. Donc, vous avez d'un côté un Premier ministre qui avait donc une base politique réelle, qui même s'il ne l'a pas totalement perdu, a quand même en son sein, donc au sein de ce mouvement aujourd'hui, des divergences de point de vue, des divergences d'action en lien avec la conduite de la transition. Et vous avez une transition, quand même une date qui est arrivée à terme, c'était le 26 mars, nous sommes en avril, on est hors délai. Ce qui se passe désormais, on ne sait pas comment on va l'appeler, parce que contrairement à la Guinée et peut-être au Burkina, le Mali, Goïta gouverne sur la base de la constitution adoptée par référendum. D'accord. On peut tout dire de ce référendum qui n'a pas mobilisé en tout cas la majorité des Maliens, la majorité même des électeurs. En tout cas, le taux de participation était faible, je crois que c'était autour un peu plus de 40%. Donc pour une question de légitimité, on est bien loin en tout cas de ce qui donnerait la force réelle à cette constitution. Mais c'est quand même la loi, elle a été promulguée.
Et donc, désormais, c'est un président qui ne travaille pas sur la base d'un texte qu'on dirait sorti seulement si vous voulez, des entrailles de l'armée. Ils ont proposé un texte, certes, avec ses insuffisances, avec ses incohérences parfois, ses limites, mais on a organisé ce référendum qui a connu la participation des quelques Maliens qui l'ont adopté, et puis la loi fondamentale a été adoptée. C'est sur la base de cette constitution qu'il est en train de gouverner aujourd'hui du Mali. Sauf que si on prend la constitution elle-même, elle garantit quand même la liberté d'association, la liberté d'expression, la liberté donc de promouvoir, non, de créer, de promouvoir des partis politiques, des associations aussi. Il y a donc cela dans le texte constitutionnel. Si on s'en tient donc à cela, on peut donc constater de manière flagrante que non seulement on a le texte, mais on choisit de le violer et puis de mettre tout le monde au silence. Et on a vu tout ça venir quand même, et il y a beaucoup de similitudes d'ailleurs avec ce qui se passe dans les deux autres pays, parce que ça a commencé avec les médias. Au début, c'était pour dire on mobilise pour lutter contre l'insécurité, et en ce moment les médias traditionnels ont été fragilisés au profit des vidéomènes qui ont une proportion assez, qui ont une présence assez active, hein, une présence de trop dans le paysage, on ne dirait pas peut-être médiatique, mais parce que ça va au-delà des médias. Et ces vidéomènes ont donc une force redoutable aujourd'hui là-bas. Les médias traditionnels se cantonnent donc à évoquer les sujets ordinaires, les sujets d'actualité qui touchent certes aux réalités des Maliennes, mais pas aller à critiquer par exemple l'action des militaires sur le terrain. Et finalement, on a fini avec les mouvements sociaux aussi, parce que beaucoup d'activités sur le plan social, des organisations de la société civile ont été fragilisées. Je crois le dernier mouvement social à subir cela, c'est bien sûr le mouvement qui soutient Mahmoud Dicko, qui a donc été dissous. Et puis après, on est venu non pas à dissoudre des partis politiques, mais à suspendre tout simplement leurs activités. Je pense donc que c'est la dernière action majeure en lien avec, bien entendu, la confiscation du pouvoir, comme cela avait été pressenti. Sauf que au départ, on pensait qu'il allait organiser des élections, parce que sur sa candidature, il y avait moins de doutes désormais. Beaucoup se disaient, Goïta peut-être il sera candidat. Et il y avait au sein de la classe politique même quelques soutiens qui disaient il est mieux indiqué aujourd'hui pour continuer à diriger le Mali. Mais pourquoi prend-il autant de temps? Pourquoi a-t-il peur finalement de sortir du bois, et de se lancer dans une compétition électorale avec les autres? Est-ce que malgré tout ce qu'il a fait, malgré les soutiens au sein de la classe politique, ne se croit-il pas aujourd'hui à même de l'emporter devant le parti d'Ibrahim Boubacar Keïta, ou bien d'autres formations politiques aussi, qui sont nées et qui ont une certaine popularité à l'intérieur du pays. Donc voilà la question, et alors que la légitimité, évidemment, on ne peut l'évaluer qu'à travers une consultation électorale. Très bien. Mohamed Ali, merci Jacques. Mohamed Ali, Assimi Goïta y frappe avec une telle décision, un tel décret. C'est une chose. On comprend bien que cela advienne 10 jours après la sortie de ces 80 partis politiques. Mais pourquoi dans le fond? Pourquoi décide-t-il d'aller aussi vigoureusement à l'encontre des partis politiques et d'organisations de la société civile? Vous savez que nos transitions, notamment dans ces 4 pays, j'ai envie de dire notamment les 3 pays, sur un pan ressemble de plus en plus à de l'arnaque, j'ai envie de dire. Le discours de on va organiser les élections pour redonner le pouvoir civil, c'est de l'arnaque depuis que ça a démarré, parce que je pense que on est bloqué sur cette question. Maintenant, sur le cas Assimi Goïta, il jouit d'une popularité liée au fait d'avoir récupéré Kidal. On va dire ça comme ça.
Il a fait adopter une constitution. C'est pas l'avis de Omar Mariko Oui. que j'écoutais encore jusqu'à récemment. Oui, mais si vous voyez... Il dit qu'ils n'ont jamais récupéré Kidal. Oui. Oui, mais la communication a fait Oui. croire aux citoyens lambda qu'il l'a fait. Au Mali. Voilà. C'est pourquoi une constitution à 90%, adoptée à 90%, bah, c'est une adhésion massive. Par moins de 40% Bah. des électeurs. Peu importe, c'est les électeurs, même si c'est 10%. Le principe même des référendums veut, le principe même d'un référendum, normalement, voudrait il y a un minimum que ça, nécessaire. là, on l'annule. Il y a un minimum nécessaire. Il y a un minimum nécessaire. Oui, 40% du corps électoral, mon cher. Ça, c'est vous qui Un percevez. pays qui se respecte, Ça, qui fait c'est un vous référendum qui percevez cela en de dessous cette de manière-là. 70% de C'est participation. qu'on dit, mais il y a Non, mais quand aucune même, élection en Ce Afrique n'est pas qui a une été élection. annulée et peut-être- Oui, Le référendum fonctionne autrement. d'accord, je t'écoute. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, je te comprends. Voilà, mais je suis pas te fais d'accord, juste en fait. observer que Je suis en train de c'est dire- qu'un référendum Oui. et que tu En ne peux fait- pas avoir moins de 40% et puis tu te tapes, tu dis que c'est ce que veut une population. Est-ce que dans nos systèmes référendaires, l'abstention est comptabilisée? Est-ce que ça compte? Est-ce que le fait que les gens n'acceptent pas d'aller voter compte dans un processus électoral? Non, chez nous, il n'y a que deux camps. C'est Tu es toi pour qui as ou tu es parlé, contre. c'est toi qui as parlé de quoi? Mais si tu ne me comprends pas, Tu as parlé, je t'ai bien compris, mais tu as parlé de légitimité. Et tu sais que la légitimité, justement, tu n'as pas compris. ne J'ai vient dit, pas. On peut discuter de la Il y a légitimité. certes la mais légalité. La légalité existe. La Voilà. Constitution a été Très adoptée bien. à 90%. Je pense que c'est clair. Des Allons-y. 40%, Allons-y. Des 40% qui ont accepté de se déplacer pour aller voter. Je suis en train de dire que dans notre système référendaire, c'est soit tu es pour ou tu es contre. Il n'y a pas abstention, on ne comptabilise pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un troisième bulletin qui dit, bah, lorsque l'abstention est au-dessus de ça, on annule. Ça n'existe pas, en fait. Ce qui est dit, c'est que si le pour remporte, vous gagnez. Si le contre remporte, il gagne de ce côté-là. Et c'est ce qui s'est passé. Même si c'est 10% de la population qui a accepté de voter le référendum, ce qui est sûr, c'est que le oui a remporté et aujourd'hui, la Constitution est appliquée. Je me demande pourquoi Assimi Goïta, c'est ce que je me dis, pourquoi accepterait-il d'aller à des élections lorsqu'il a aujourd'hui tout le pouvoir et une Constitution qui lui permet de gouverner sans délai, en réalité? Parce qu'il n'y a aucun moyen... Il n'y a aucun moyen pour les autres politiques d'agir. Mais C'est qu'une en fait, seule je fois. reviens à ma question, Mohamed Ali. Y a-t-il péril à la demeure? Quel est le péril qui soit suffisamment grave pour exiger C'est des ce que partis je suis politiques en train qu'ils ne d'accepter. parlent plus? C'est ce que je suis Non, en train il a- d'expliquer. c'est là la Je suis en train question. d'expliquer. Ça a Je été voulais en venir. ça a été développé par le porte-parole de... En une expression, Oui, oui, ça a pour été des raisons expliqué. de troubles à l'ordre de public. Moi, je sécurité suis en train publique. d'expliquer. Les Non, sécurités- je trouble à l'ordre public. L'ordre public, il trouble à l'ordre public, mais il a développé en conférence de presse où il est allé jusqu'à dire, les gens pensent aujourd'hui la prise de Kidal, c'est la fin des troubles au Mali, mais ça va au-delà, il y a des troubles partout, aujourd'hui on ne peut pas permettre aux acteurs politiques et sociaux de continuer à parler. Je vais tenter d'expliquer ce qui se passe, pourquoi cette décision est tout de suite en réalité. Vous voyez, ils ont repris Kidal. Et vous voyez, depuis près de 4 ans, et ils sont au pouvoir, ils sont en train de gouverner. Ceux qui n'ont pas été d'accord ont quitté le pays. De toutes les façons, on les a obligés à quitter le pays. Ils sont en train de gouverner. On avait donné un délai de pression. C'est-à-dire qu'il va y avoir des élections en février 2024 après l'adoption de la Constitution, la présidentielle viendra, etc. Sauf qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas d'accord avec. Maintenant, le délai est dépassé. Ça permet aux politiques de légitimer l'argument comme quoi, et c'est ce qu'ils avaient commencé à faire, comme quoi, nous ne sommes plus en période de transition. Il faut mettre la pression sur les autorités afin qu'ils organisent des élections. Et il faut anticiper. Ils n'y sont pas allés de main morte. Ils ont clairement dit qu'il y a un vide à la fois juridictionnel et institutionnel au Mali désormais. Cet argument est dangereux. Regardez ce qu'ils ont commencé par faire. Le Premier ministre qui était membre de M5RFP, et ce mouvement-là qui a fait partie justement, Ibrahim Boubacar Keïta, ils ont commencé par récuser le Premier ministre qui n'était plus d'accord avec eux. D'accord. En fait, dans les faits, toutes les activités politiques étaient suspendues au Mali. C'est comme le cas en Guinée presque. On ne dit pas, vous n'allez plus exercer vos activités, mais on ne vous considère pas. Et si vous prenez le contre-argument du gouvernement, on fait tout pour que vous quittez le pays. Au Mali, c'est ce qui se passe en fait. Il n'y a pas d'activité. C'est vrai que Mariko a fui. Pas que Mariko. Ouais. Il y a Kawi Sanjim qui était l'un des responsables majeurs du mouvement de Diko, qui était au CNT, qu'on a sorti du CNT, qu'on a fait fuir du pays à cause de ses discours qu'il prenait, qui prenait position contre la junte à l'époque. Donc tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec la junte ont été obligés
de quitter le pays. Je suis en train de dire que dans les faits, il n'y avait plus d'activité politique en réalité. Parce que rien n'était pris, si le gouvernement, si la junte, donc le régime ne vous concédait pas quelque chose, vous ne pouviez rien faire. Et si vous développez des activités ou des arguments contraires à ce que veut le régime, vous quittez le pays. Donc dire que toutes les activités politiques sont suspendues, c'est aussi avoir la légitimité, plutôt avoir l'argument en sa faveur de décider que toi tu parleras plus d'organiser des élections, que celui-ci ne parlera plus de vide juridique. Ça leur donne encore l'essentiel du pouvoir. Et je pense que ça, si ce n'était pas de l'arnaque, c'est ce qu'ils devraient faire peut-être depuis le début de la transition. On aurait dû le faire même dans le cas guinéen. C'est-à-dire qu'on a pris le pays par les armes, oui, Mohamed Mara, on a pris le pays par les armes. Les activités politiques sont suspendues, c'est arrivé dans d'autres pays. La constitution est suspendue, les institutions aussi. Pendant cette période, voilà le travail auquel on va s'atteler. Et donc, après cette période-là, on peut recommencer les activités normales. Sauf qu'ils le font maintenant après 4 ans. C'est comme si on refaisait un autre coup d'État Tamba. C'est ce que je suis en train de dire. C'est comme si on refaisait un autre coup d'État après 4 ans au Mali pour dire, c'est nous seuls qui gouvernons avec les institutions que nous avons fait. Mais tu vois, ma question, elle va quand même demeurer. C'est-à-dire, ce que je suis en train d'observer, c'est que de plus en plus, les jeunes n'aiment pas d'autres discours. Et la tendance, c'est éteindre tout le monde. Dans le cas malien, tu évoques cette grande légitimation par le fait du référendum qui passe, le oui qui va l'emporter de manière écrasante. On parle de 90%, même si on était à 70% de taux de participation. C'est sûr que le oui l'emporterait. Mais quand on a cela, où est le besoin d'éteindre les autres? Cette obsession à l'extinction de même en cause. Justement, même les taux, même les suffrages que vous annoncez est-ce que finalement la junte ne se crée pas d'ennui inutilement? Bon, n'oublie pas aussi que Tamba, ils sont arrivés déjà avec des ennuis. Parce que prendre le pouvoir de cette façon, c'est déjà venir avec des ennuis. Maintenant, est-ce qu'il faut chercher à calmer tout et partir pour un objectif? Assimi Goïta a bénéficié d'un soutien populaire incroyable. Il a bénéficié, oui. Et il continue. Il n'y a qu'à lire les commentaires sous ce décret. Toutes ces jeunes viennent et bénéficient des soutiens. Des soutiens parce que de l'histoire d'abord des coups d'État. De l'histoire des coups d'État chez nous, en Afrique ici, il faut voir quel est le coup d'État où le militaire est venu et tout de suite il a rendu le pouvoir sans que le pouvoir ne lui soit arraché, d'une manière ou d'une autre. Je n'en connais pas. Qu'il vienne et que lui-même il rende paisiblement et réparti. Rawlings dont on parle au Ghana, ça n'a pas été aussi facile. Il a pris du temps pour atteindre ses objectifs avant de partir. Donc, les coups d'État, les militaires, quand ils prennent, ça ne se rend pas facilement, ça s'arrache parfois, et peut-être avec la pression de la communauté internationale, qui parfois peut se montrer incapable d'obtenir ce qu'elle veut, mais les coups d'État, les militaires, quand ils prennent, ils n'offrent pas à quelqu'un d'autre, ils comptent garder jusqu'à ce qu'ils... Bon, je ne sais pas si c'est un objectif qu'ils atteignent, mais quand même, il faut leur arracher pour que ça cesse d'exister leur pouvoir. Alors aujourd'hui, poser la question pourquoi Assimi Goïta, ou quelle est l'urgence aujourd'hui à aller, ou l'opportunité à aller vers l'extinction des partis politiques ou des associations politiques, c'est qu'on n'aime pas les voix dissonantes. Et aujourd'hui, après cette sortie d'une cinquantaine de partis politiques... Ils ont ça en commun, tous les jeunes. Au Burkina, on ferme des radios. Des radios. Et en Guinée, vous savez ce qui se passe. Ce qui se passe au Mali, c'est la même chose. Au Niger, c'est les organisations de la société civile. Ouais. Et aujourd'hui, au Mali, on frappe et la société civile et les partis politiques. Et justement. C'est quand même... Vous savez quand même qu'au Mali, c'est au Mali, pour la première fois, on a interdit aux journalistes de dire le chef de la junte. On ne parle plus de chef de la junte au Mali parce que quand vous le dites, on trouve que c'est une violation des textes. Donc c'est le président de la République.
que vous le vouliez ou pas. Donc, voilà l'opportunité aujourd'hui. On veut éteindre tout le monde. Je le disais quand tu m'as interrompu, c'est qu'il y a eu une 50aine de partis politiques et d'acteurs sociaux qui se sont mis ensemble pour exiger 80 je vais dire, qui ont exigé le retour à l'ordre constitutionnel. Et c'est là, ce n'est pas que au Mali. On l'a vu du côté du Burkina Faso. Burkina Faso également, on a demandé, on a exigé du capitaine Ibrahima Traoré de revenir à l'ordre constitutionnel, de respecter l'ensemble des dispositions de la Constitution et de procéder à la libération des personnes, des acteurs politiques et sociaux arrêtés aujourd'hui et détenus arbitrairement, comme on le dit. Et du coup, le son est arrivé en Guinée. On a vu chez nous la convergence qui a fait sa sortie. On a vu les forces vives qui ont fait leur sortie. Donc, c'est un vent qui avec beaucoup d'hésitation, mais qui prend quand même sa responsabilité de souffler. Et ce vent, est-ce que aujourd'hui il faut l'interrompre dans son élan? Et du côté du Mali, ça a tout de suite commencé. Mais en Guinée, en réalité, est-ce qu'on a, on a d'acteurs politiques audibles aujourd'hui? Ah bah ils vont se faire entendre bientôt. Ils vont se faire entendre peut-être, mais bientôt. Ça, non, c'est pas parce que ça se dit aujourd'hui qu'on va dire que ça va se réaliser. Non, mais on en a dit bientôt. Non, ça va se réaliser comment? Il y en a eu. On a eu des appels. On a eu des appels, mais la force qui a été agie sur ces voix, on a vu ce que ça a donné. Ça n'est allé nulle part. Aujourd'hui, c'est que vous optez pour sortir, pour manifester, vous optez pour vous faire entendre, soit on vous anéantit, soit on vous tue. C'est ça la règle, parce qu'on a vu les manifestations. Il n'y a pas de manifestation qui se tienne sans qu'il n'y ait au moins un mort. Et c'est là, on va de décompte en décompte. Est-ce que ça peut... C'est dangereux de gouverner avec des voix flatteuses. C'est utile de gouverner avec des gens qui s'opposent à vous. C'est utile et c'est nécessaire. Et aujourd'hui, Assimi Goïta, par exemple, avec le vidéoman dont parlait tout à l'heure Jacques Lewaleno, c'est que ce sont des pro-CNRD, qui sont, je vais dire, des pro-Goïta, des pro-Goïta qui reçoivent aussi leur, je ne sais pas s'il faut appeler cela leur émolument ou leur dotation pour survivre, et qui le font de façon à ce que il n'y ait pas d'autres voix crédibles qui s'élèvent. Les médias, on a vu avec Raz, par exemple, un animateur de la société civile qui a été mis en prison, entre autres. Les autres journalistes vous parlez, c'est jusqu'à un niveau. Et vous êtes tout de suite rappelé à l'ordre. Mais ceux qui sont des vidéomans, ils se permettent tout, ils disent tout, à moins que ça ne soit pas contre le pouvoir, contre Assimi Goïta, mais dites tout ce que vous voulez sur les adversaires qu'on a fabriqués, parce que en réalité, la classe politique ne devait pas être une opposition pour une junte au pouvoir, parce que si vous êtes là, c'est pour une transition, c'est pour remettre tout le monde ensemble, et vous n'avez pas d'adversaire comme acteur politique. Mais lorsque vous fabriquez les acteurs politiques en face de vous, vous en faites des adversaires, ça devient compliqué. Et c'est ce qui amène à beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que ces juntes aujourd'hui, les promesses à la prise du pouvoir sont-elles celles qui aujourd'hui animent leurs actions sur le terrain? Est-ce qu'ils n'ont pas d'autres intentions? Le Mali, je crois que ça a été clairement dit. Le président de la junte a la possibilité de briguer la magistrature suprême aux élections à venir. Est-ce que c'est pas un acquis pour Assimi Goïta? Les autres également, que feront-ils du côté de Tiani au Niger, Ibrahim Traoré au Burkina Faso, et voilà, et le colosse de Mohamed V également. On reviendra aux incidences on arrivera aux incidences de ce... En restant au Mali, parce que tu posais la question justement, Tamba, pourquoi prendre la décision maintenant là? Que craint-il? Parce que... C'est quoi le péril? Parce qu'au début, Jacques, si tu permets, au début, j'aurais pu comprendre que le péril sécuritaire était tel qu'on puisse se dire... Tout Malien doit converger vers la lutte contre le terrorisme d'abord. Mais après les résultats engrangés, on peut dire que la situation, en tout cas sur la foi de ce qu'eux-mêmes disent, on peut dire que la situation sécuritaire s'est améliorée et donc l'exercice des libertés a un meilleur terrain. Et donc, cette décision, à mon avis, vient contredire
tout ce que l'on a dit sur les acquis sécuritaires au Mali. Oui, et ça c'est ce qui est annoncé devant. Mais moi, je reste toujours sur le plan politique. Je disais que déjà, Goïta, c'est bien clair que dans les esprits de beaucoup de Maliens, il pourrait rester. Mais les gens attendaient à ce qu'il organise des élections pour légitimer son pouvoir et puis continuer à diriger le Mali. Il a organisé le référendum. Le taux de participation a été très faible. Il y a quand même des partis politiques qui sont majoritaires. Donc le parti de feu Ibrahim Boubacar Keïta et puis le parti de feu Soumaïla Cissé, qui sont les deux grandes formations politiques du pays et qui ont mobilisé tout le temps, en tout cas sur ce plan-là. Ces partis-là n'ont certes pas participé donc à ce référendum, parce que même le dialogue, ils l'avaient boycotté, donc ils n'ont pas participé. Ça fait que le taux de participation a faibli. Mais c'est qu'ils étaient à l'attente. Ils s'attendaient bien entendu à ce que les choses aillent de mieux en mieux. Lorsqu'on arrive au 26 mars et que finalement la transition ne connaît pas son épilogue parce qu'on n'a pas pu organiser des élections, ils commencent, n'est-ce pas, à se mobiliser. Et il faut quand même dire une chose. Si vous avez le M5, c'est un grand mouvement social, mais qui a bénéficié du soutien quand même des politiques, des anciens opposants de IBK. Donc si aujourd'hui, au sein du M5, il n'y a plus d'unité d'action, c'est-à-dire on ne converge plus, on ne soutient plus la transition qui est en place, ça veut dire que c'est un plus qui va s'ajouter, n'est-ce pas, à l'ancien parti au pouvoir, mais également au parti de l'ancien chef de file de l'opposition. La difficulté qu'ils ont, ces deux formations politiques, contrairement bien sûr au cas guinéen, ici vous avez les partis, les leaders sont en vie mais ils ne sont pas au pays. Sauf qu'au Mali, les deux leaders sont morts, les deux grands leaders sont morts. Et aujourd'hui, on n'a pas encore vu de grandes figures au niveau de... C'est du RPM, hein, le Rassemblement pour le Mali. Donc on n'a pas vu encore une grande figure qui tienne, n'est-ce pas, le flambeau, comme IBK le tenait. Du côté de l'URD aussi, de Soumaïla Cissé, on n'a pas encore une grande figure. Je pense alors que la difficulté est à ce niveau. Mais les militaires, à mon sens, ne veulent pas prendre le risque de voir, n'est-ce pas, cette unité se construire au sein de la classe politique. Parce que quoi qu'on dise, ces deux formations politiques, c'est quand même la majorité sur le paysage politique et peuvent déstabiliser le régime qui est en place. Je pense donc que le calcul est plutôt politique que d'ordre sécuritaire comme cela est avancé dans ce décret-là. Très bien, un calcul politique que d'ordre sécuritaire. Mais oui, mais bien sûr, cher monsieur, qu'on t'a pas oublié votre avis sur le sujet. Mais au fond, je voulais vous entendre sur, si vous voulez, la suggestibilité d'une telle mesure, son potentiel de contagiosité, hein, je dis pas pour la Guinée, mais c'est tout comme, est-ce que une telle mesure n'en donnerait pas des idées à notre général, colonel, président? Oh, que cette idée existe déjà depuis bien longtemps en Guinée, monsieur. Elle existe déjà depuis bien longtemps. Monsieur Mori Condé, rappelez-vous, il y a pas si longtemps que cela, avait menacé justement de retirer des agréments. Des commissions ou des délégations ont été envoyées pour inspecter les sièges des partis politiques et tout. C'était en réalité, si vous voulez, un test. C'était pour savoir, donc il fallait partir d'éléments justifiables sur le plan légal pour élaguer un certain nombre de partis politiques, d'accord, qui viendraient grossir les rangs des grands partis politiques. Vous savez, en Guinée, vous avez des partis politiques que tout le monde connaît, qui sont de véritables appareils, des vraies machines de guerre électorales. Vous avez le RPG, vous avez l'UFDG, vous avez un peu, dans une certaine mesure, vous avez le PEDN, le parti de Sidia Touré également. Et puis, il y en a d'autres qui, certes, ne sont pas suffisamment implantés, mais qui ont à leur tête des personnalités très fortes. Donc, politiquement, qui ont un poids politique, même si sur le plan électoral, le poids reste encore assez à désirer. Et ils savent cela. Donc, le but était de mettre la pression, justement, sur ce type de parti politique. Vous avez vu déjà l'un des résultats, c'est l'arrivée à la primature de Baouri. Justement, personnalité forte, mais parti politique, lui,
assez famélique. Alors, on leur met la pression en disant, bon, on va aller au siège, on va vérifier est-ce que vous remplissez toutes les conditions. Automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? On a assisté à un branle-bas au sein des partis politiques. La plupart, observez, la plupart de ces partis politiques se sont alignés directement du côté du CNRD. La plupart de ces partis politiques sont partis au dialogue parce que ce risque existait. La plupart savaient justement qu'ils pourraient être amenés à perdre leurs agréments. Donc, ils ont décanté à travers cette première menace. Mais en Guinée, là où la situation elle est un peu compliquée, c'est que les partis politiques ont des empreintes extrêmement fortes sur les communautés ethniques. C'est là où la junte en Guinée a une grosse difficulté. Comparaison n'est pas raison, toujours. Ils ont voulu, pour vous dire la vérité, à mon avis, la seule et vraie junte qui a pris le pouvoir avec son idéologie propre, en sachant très bien où elle va, et en voulant, si vous voulez, est déterminée à tout briser, mais elle tient à aller là, et que les autres imitent, c'est ça le Mali. En effet. Le Mali est devenu le laboratoire. En réalité, je ne sais pas qui sont ceux qui conseillent la junte, mais je pense qu'ils ont dû s'attacher, si vous voulez, les services de cabinet extrêmement puissants. Je pense que c'est vraiment une démarche réfléchie de bout en bout. Mais attendez, Moi, quand vous avez des gars qui font toutes nos capitales telles que des Alain Foucault et d'autres, Alain, lui, au moins, il a assumé. C'est vu, aujourd'hui, il a même donné un nom à son compte. Il a conceptualisé un peu sa démarche. Il a donné un nom et ainsi de suite. Mais il y a beaucoup d'hommes puissants qui s'appuient sur des cabinets, et sur des cabinets parfois fantômes, mais qui leur donnent des conseils. Vous savez tout de suite au Mali, qu'est-ce qui les intéresse? Mais à mon avis, l'environnement sécuritaire fait les affaires de la junte. Je dis bien affaires dans le premier sens même du terme. Être au pouvoir en tant que junte, c'est d'abord du business. Le Mali, rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, c'est un pays où on pouvait prendre 600 kg de cocaïne. Ici, où on a même parlé de air cocaïne, où des avions pouvaient survoler la Guinée, aller atterrir dans le désert, où on a accusé même des militaires étrangers d'être dans des activités aurifères. Donc, il y a un business d'abord à contrôler. C'est-à-dire qu'on est parti de désenchantement, mais surtout de la colère des militaires au front, qui ne se trouvaient pas suffisamment équipés et qui ont surtout reproché à l'ancien président, comment il s'appelle, non, pas Ibeka, avant Ibeka. Avant Ibeka, ATT. Ne l'oubliez pas que ATT est celui qui a accusé surtout d'avoir favorisé, si vous voulez, l'émergence de ces mouvements nationalistes à l'intérieur du Mali. Parce qu'on l'a trouvé très très léger vis-à-vis des mouvements militaires rebelles au centre du Mali et au nord du Mali. Parce qu'on lui reprochait lui-même d'être un peu... Les Touaregs et ainsi de suite. Lui-même d'être un peu originaire de la région et donc qu'il aurait fermé les yeux. Ça, je crois du côté de sa maman. Justement, même lui, un peu. Donc cela a facilité son éjection de pouvoir. Mais c'est très facile d'être du nord au Mali, hein, parce que c'est la plus grande région. Absolument, oui. Absolument. Oui. Je suis d'accord avec vous. Et puis, vous avez... comment il s'appelle, Ibeka aussi qui est venu. Et, à mon avis, qui était beaucoup plus préoccupé par les mêmes velléités que son frère jumeau en Guinée. C'est-à-dire comment se maintenir. Son grand frère. Son grand frère, oui, le frère jumeau c'est Kouchner. Voilà. Comment se maintenir. Et puis je crois même que c'était une triplette, si tu veux, des triplettes. Parce qu'il y avait celui du Niger, mais lui, il a vite coupé son cordon ombilical. Oui. Il a peut-être même renoncé à la maman, en fait. Lui, il a quitté la famille, il a dit non, je rends le pouvoir et je m'en vais. Mais quand vous observez tout ceci, vous vous rendez compte qu'en réalité, ce qui préoccupe les gens, ce n'est pas le développement de nos pays. Il faut se rendre à l'évidence. Dans tous ces pays-là, quand vous observez, ils arrivent, ils posent tout de suite des actes, surtout au Mali, rapidement. C'était quoi la grande préoccupation des Maliens? C'était d'abord la guerre contre le terrorisme. Ils ont réussi très vite à stabiliser le centre du pays et on a dit, bon, on va vers le nord. Et à chaque étape, on se trouve un nouvel ennemi pour concentrer l'attention, pour focaliser l'attention des populations. Alors que le jeu se fait ailleurs. On est devenu très copains avec la Russie. On a dit que le Mali, oui, on n'est pas d'accord avec l'oncle Sam et tous ceux qui sont ses satellites, la France et tout ce que vous voulez.
mais on est allé s'encoquiner quand même de la Russie. Donc on crée une situation à l'intérieur du Mali qui est encore plus délétère que la première situation justement qui existait entre Touaregs. Ce n'est plus simplement une guerre, si vous voulez, civile, de libération ou nationaliste au Mali. On en a fait un terreau de guerre, j'ai envie de dire, de dimension internationale. En le faisant, il s'assure quoi? L'onction d'un pays puissant comme la Russie. La Russie n'ira jamais sur les questions de démocratie, pour toutes les raisons que vous savez. Donc, ils ont déjà, sur le plan international, ils ont déjà cette première assise. En même temps, dans le contexte malien, l'intérêt des partis politiques aujourd'hui, à part de jouer les troubles faits, c'est quoi? Attendez. Ils ont dit retour à l'ordre constitutionnel. Oui. Aujourd'hui, attendez. Comment les finances du Mali? L'ordre constitutionnel était là sous Ibeka. Oui, mais qui parle aujourd'hui, justement, du développement du Mali? Qui parle aujourd'hui des budgets du Mali? Qui parle aujourd'hui de développer les mines, l'agriculture, et ainsi de suite? Parce que le Mali, ne l'oubliez pas, c'est un pays d'abord à vocation agricole, et qui était très puissant là-dessus. Mais aujourd'hui, il y a un recul. Aujourd'hui, la pauvreté est en train de gagner du terrain au Mali. Il y a un recul. Qui va en parler? Il y a un recul parce que l'urgence est effectivement la question sécuritaire, tu l'as dit. Oui, mais on nous fait croire justement qu'il n'y a que ça. C'est là où je ne suis pas d'accord. Et je ne crois pas que c'est seulement des militaires au pouvoir qui peuvent gérer cette situation. D'accord. Ok, que l'armée soit celle qui réfléchit aux stratégies et qu'on lui donne les moyens, je suis d'accord, mais que tout le pays, la gestion de tout le pays ne dépende que de cela. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas. Quels sont les organes de contrôle financiers et économiques aujourd'hui au Mali qui fonctionnent normalement? Vous dites quelqu'un qui ne supporte pas qu'un Rastaman vienne prendre simplement une émission pour les critiquer. Qui va oser dire il y a eu des tournements? Qui va oser dire le budget alloué à l'armée, nous pensons que 30% ont été pompés pour être rédigés vers des banques étrangères? Qui va oser dénoncer? Attention, nos pays sont pris en otage, malheureusement par la soldatesque, mais à mon avis, le tapis de tout ça, le fond de la trame de toute cette histoire, c'est d'abord l'enrichissement illicite à outrance. C'est d'abord ça la première des choses. C'est d'abord pour s'enrichir. Ils trouveront tout ce qu'ils veulent comme fond de teint, comme maquillage, je dirais même comme pour le perlimpinpin. Mais la vérité reste d'abord que ces gars, ils sont au pouvoir parce que, un, ils aiment le pouvoir. Deux, ils aiment les avantages du pouvoir. Trois, ils aiment les ors des palais du pouvoir. Et ça, ils ne s'en iront pas justement de cette manière. Ils ne font que se découvrir aujourd'hui. D'accord. Sinon, la société civile, dans tous les pays du monde, d'ailleurs dans un contexte comme le nôtre, la société civile devrait être, si vous voulez... C'est là la question que je pose en définitive. C'est vrai, c'est une décision extrême qui est prise là, mais Mara, on en sort comment? Comment ça va se gérer? Quelle marge de manœuvre pour les acteurs politiques, pour la société civile, pour un État qui s'est retiré de la CEDEAO et qui se soustrait à la pression de la communauté internationale traditionnelle et qui s'est allié des pays comme la Russie, la Chine et j'en passe? C'est parti pour durer. Mais c'est parti pour davantage de révolution de palais que d'un retour vers l'ordre constitutionnel normal. Ça, c'est ce que je pense. D'accord. Pourquoi? Parce que la situation au Mali est si difficile que n'importe qui voudrait prendre aujourd'hui le pouvoir a suffisamment d'éléments de langage pour justifier sa prise de pouvoir. Et vous savez, lorsque vous avez une junte au pouvoir qui est forte de cette manière-là, la réalité c'est quoi? C'est que vous ne pouvez pas compter sur des civils jusqu'à un certain niveau. Le discours selon lequel c'est l'armée, il a fallu la junte justement pour pacifier le centre et une partie, bon, pacifier entre guillemets parce que des problèmes encore existent véritablement, certes prend auprès des populations, mais ça ne peut fonctionner que si ces mêmes populations au quotidien se rendent compte que tout est fait aussi pour que leurs conditions de vie deviennent tolérables. Et c'est là leur tendon d'Achille. Généralement, un tel pouvoir ne voit pas arriver le vent qui peut le balayer. Mais ils savent que le risque est à ce niveau. Parce que tout cela dont vous parlez, que ce soit le M5, que ce soit le RPM, que ce soit l'UDR, tous ces partis politiques, ceux-ci n'ont pour seul appui que quoi? D'abord cette population-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est très mal vu au Mali
qu'on aille demander, par exemple, à Paris de faire des déclarations ou de vous soutenir. C'est très mal vu au Mali. Et même dans nos pays, c'est cela la vérité. C'est un discours qui a de moins en moins de mal à passer. D'efficacité. Vous avez vu ce qui vient de se passer au Sénégal. De plus en plus, nos populations rejettent le comportement de Paris dans nos États. C'est un fait. Donc, ils savent quand même que ces partis politiques et la société civile peuvent s'appuyer sur cette population-là et lever quand même une dynamique qui peut les embêter. Le but, sinon vous l'avez dit, si vous êtes sûr que vous pouvez organiser des élections libres et transparentes, que vous êtes aimé et qu'on peut légitimer votre pouvoir et que ainsi vous pouvez guider le pays, diriger le pays, qu'est-ce qui vous empêche d'ôter votre tenue, de descendre dans l'arène et puis de vous faire élire? Mais c'est pour cela que même, comme on appelle ça, ces chiffres dont vous parlez, moi je n'y accorde aucune crédibilité. Quels chiffres? Notamment pour le référendum. Moi je n'y accorde aucune crédibilité. Dans la mesure où le référendum, et heureusement que les constitutionnalistes guinéens, en tout cas pour l'instant, y ont pensé, pour que, on prévoit notamment dans le cadre de la nouvelle constitution que pour qu'un référendum, par exemple, soit valide d'abord, il faudrait que l'Assemblée elle-même, que les 4/5e valident le projet de texte, et ensuite il va être soumis à référendum, et justement on prévoit en D'abord, on Guinée... est en 60 ou 65%. Où ça? En Guinée. De participation. De participation. Je pense qu'on est aux alentours de 65-70%, mais comme les discussions ne sont pas terminées, on suit ceci de près. Mais ça va devenir une option. Mais pourquoi vous ne croyez pas aux chiffres qu'on annonce? Ce ne sont pas nos chiffres, ce sont les chiffres du Mali. Ce sont leurs chiffres, justement. Pour des gens qui ne supportent pas qu'on dise, ce matin, on n'a pas pris de l'AFIDI, on dit, bon, on dissout les partis politiques, vous croyez honnêtement les chiffres là? Non, mais c'est mon droit de dire je n'y crois pas. Non. Pour moi, le peu de légitimité qu'ils avaient, juste dire, ils viennent de les perdre. Allez jusqu'à dire on suspend des activités d'ONG, d'associations, de la société civile. Excusez-moi, mais je ne vois pas si vous voyez la gravité. Pendant ce temps, par ailleurs, pendant ce temps, Jacques, je te donne la parole tout à l'heure. Mohamed Mara, pendant ce temps, j'ai mon droit de je me suis préoccupé. Que pour moi, permets s'il te plaît. Ils perdent leur légitimité à mes yeux. Permets. Moi, je relativise. Bon, les gars, vous ne m'aidez pas. Jacques, on va avec toi. Jacques, vas-y. Je disais donc, pour ce qui est des chiffres, évidemment, ce sont des chiffres officiels. Et quoi qu'on dise, il y a une dose de crédibilité. Parce qu'ils auraient pu gonfler le taux de participation. En effet. Parce qu'ils savent que ça s'est joué là-bas. Ça aurait été logique à ce moment-là. Ça ne se joue pas au fait sur le camp qui l'aura emporté. Le référendum, on le sait. Généralement, quand c'est la Constitution, on sait déjà qui était opposé. La principale force d'opposition aux principales réformes qui avaient été proposées, c'était le camp de Mamoud Diko. Et c'était pour des raisons purement religieuses. Parce que c'est la question de la laïcité qui n'était pas interprétée de la même manière. À part ce camp, même ceux qui ont boycotté, donc qui ont boudé ce référendum, n'étaient pas foncièrement opposé si vous voulez, à son contenu, parce qu'il n'y a pas eu des campagnes, contraires qui disaient, par exemple, nous mobilisons, nous, du RPM ou de l'UDR ou l'URD, à voter contre le référendum. Maintenant, ils n'ont pas réussi à mobiliser suffisamment, mais ils n'ont pas gonflé. Eux-mêmes, ils ont dit que c'est vraiment en dessous des 50% comme taux de participation. Ce qui, évidemment... Officiellement, 38%. Donc, moins de 40%. Voilà. Donc, ce qui met en cause, évidemment, la légitimité de cette Constitution, si, évidemment, leur texte disait, par exemple, qu'il faut aller à tel seuil de participation pour pouvoir déclarer une Constitution légitime. Encore une fois, c'est la Constitution qu'on adoptait avec 38%. C'est vraiment minime. Minime parce que quand on dit 38%, c'est 38% d'électeurs. C'est avec 20%. Non, c'est minime, très minime. Pour une constitution qui va engager l'ensemble des populations maliennes. Maintenant, tu avais posé une question, Tamba. Sans oublier qu'il y a des endroits où on n'a pas pu organiser. Comment on en sort? On va y arriver, Jacques, mais c'est-à-dire qu'au-delà de tous nos commentaires, moi je me suis amusé à voir les plateformes maliennes sur lesquelles ce décret a été diffusé. Mais j'ai quand même été surpris qu'une large majorité salue cette décision de suspension des activités des partis politiques. Il fallait oui, c'est pourquoi il faut nuancer. Aujourd'hui, c'est choquant
pour nous qui ne sommes pas au Mali et pour d'autres personnes, effectivement, d'entendre que la jeune des militaires au pouvoir ont décidé que des partis politiques ne vont plus mener leur activité comme bon leur semble dans le pays, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier que le Mali, c'est quand même encore un pays en guerre. Et la guerre n'est pas finie. La récupération de Kidal, on ne connaît pas les contours. Vous avez entendu les explications de Mariko ici, c'est vrai, ça voudrait dire que rien n'est fait. Même si aujourd'hui des militaires maliens sont à Kidal, on ne connaît pas les conditions dans lesquelles les conditions qui ont été négociées pour que les militaires ils arrivent là. Tu me rejoins. Jusqu'à présent, non, je te rejoins. Et donc, ils resteront au pouvoir pour l'éternité. Oui, mais est-ce que moi... Parce que rien n'est fait pour que cette guerre-là prenne fin. L'éternité, ce sont tes mots. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que peut-être que c'est pas le bon moment pour les partis politiques d'entrer dans la contestation parce que ça figurerait comme des troubles faits, en fait, en réalité. Mais en quoi demander le retour à l'ordre constitutionnel ne permettrait pas au Mali de continuer sa guerre contre le terrorisme? Parce que déjà, le pays ne peut pas être de retour à l'ordre constitutionnel en ce moment. Pourquoi? Parce que le pays est en guerre. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des territoires maliens qui sont occupés. Pourquoi? Parce qu'il y a des acteurs encore qui, aujourd'hui, ne peuvent pas être impliqués dans le processus parce qu'on leur a reproché d'être justement les problèmes du Mali. Je suis en train de t'expliquer. On va marquer une pause et on va se retrouver dans la troisième partie de cette émission. Bon, moi, jusqu'à en savoir davantage, je reste très très pro Assimi Goïta au vu des résultats qu'on a observés depuis le début. On se retrouve dans quelques minutes.